Dans cette série de podcasts, nous allons découvrir la tradition du Hatha Yoga avec ses aspects mythiques et symboliques, en compagnie de Christophe Lanier. Christophe pratique le yoga depuis 1979 et l'enseigne depuis 1997 au sein de l'école de yoga Horizon, centre de formation de la Fédération française des écoles de yoga. Il contribue régulièrement à la rédaction de la revue Info Yoga et a publié un livre sur la symbolique des éclipses. Et maintenant que je vous ai présenté Christophe Lanier, je vais le laisser vous présenter les 84 postures du Hatha Yoga. Christophe, quelles sont-elles ces 84 postures ? Alors on parle souvent de 84 postures dans le Hatha Yoga, donc c'est un nombre symbolique qui représente la variété qu'on peut trouver dans le Hatha Yoga à travers ces différentes postures, mais il faut savoir que parfois on parle aussi des 84 000 postures, donc on peut considérer que c'est avec toutes les variantes de ces 84 postures de base, on arrive à 84 000, et parfois on va même jusqu'à parler de 84 millions de postures, ce qui fait aussi référence aux 84 millions d'aspects du dieu Shiva. Il faut savoir que Shiva est le roi des yogis, le prototype, l'archétype des yogis, et que c'est à travers lui que donc, le yoga est arrivé aux humains, a été enseigné aux humains, et donc il représente à travers ces 84 millions de visages eh bien, toute la diversité de la manifestation que le yogi peut retrouver en lui-même en se mettant dans telle et telle attitude. Ces postures qui imitent bien souvent des animaux permettent d'une certaine façon de revivre toute la chaîne de l'évolution et de changer de peau, de rentrer dans d'autres configurations mentales, énergétiques et même physiques, dit-on parfois. Donc cette valeur de base qui est symbolique, 84, ne change pas si on rajoute plus ou moins de zéros. 84 000, 84 millions, c'est toujours la même symbolique qui est derrière. Elles ont chacune leurs propriétés, ces postures ? Alors oui, il est dit que chaque posture a des effets au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau mental. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours les mêmes en fait qui sont présentés dans les listes de postures. On peut avoir des variantes. Nous-mêmes, on en a 84 dans notre tradition du Hatha Yoga qui sont présentes sur notre site. Il y a une liste. Mais quand on prend d'autres références, parfois il peut y avoir certaines postures différentes. Ce n'est pas tant donc les postures en elles-mêmes qui sont importantes, parce qu'on en a beaucoup plus de 84, mais c'est le symbole que ça représente. Ok, on peut en savoir peut-être un petit peu plus sur justement ce symbole, ce 84. Qu'est-ce que ça signifie, ce nombre 84 ? Alors, ça peut signifier beaucoup de choses, mais si on fait référence au système analogique entre microcosme et macrocosme, qui est à la base du Hatha Yoga, comme beaucoup d'autres traditions, eh bien, on note des analogies entre le microcosme, qui est nous-mêmes, et le macrocosme, l'univers. Et donc, si on observe à l'extérieur, on voit dans le ciel, par exemple, 7 planètes visibles à l'œil nu. C'est les 7 planètes des anciens. Maintenant, on en a découvert d'autres avec les télescopes, mais on peut en voir 7 à l'œil nu dans le ciel. Donc, c'est contrairement aux étoiles fixes, comme on les appelle, qui restent toujours au même endroit, qui gardent les mêmes positions les unes par rapport aux autres, ce qui constitue les constellations. On a aussi des astres errants, comme on dit, qui sont les planètes qu'on voit dans le ciel, qui bougent en fait
Et ces 7 planètes, qui signifient astréran, donc sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'on peut donc voir à l'œil nu dans le ciel. Et les autres sont invisibles. Donc on a ces 7 planètes visibles à l'œil nu, et les 12 signes du zodiaque, ou les 12 constellations qui sont à l'origine de ces 12 signes du zodiaque. Et donc si on associe le 7 et le 12, eh bien on tombe sur le 84. 7 x 12, 84. Ça représente d'une certaine façon toutes les possibilités de la manifestation à travers ces 7 planètes dans les 12 signes. L'univers serait contenu dans ce 84 alors? Alors, on peut dire ça comme ça, c'est une façon de présenter les choses, mais il y a d'autres nombres symboliques importants en Inde, comme le 108, mais on y reviendra sans doute une autre fois, mais d'une certaine façon, oui, on peut dire que le 84 représente une totalité, une unité, et c'est ce qu'on recherche dans le yoga, trouver l'unité en soi-même et dans l'univers, et pour s'identifier à la totalité. Donc il y a un symbole très fort dans le 84. Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi une limite donc, entre le visible et l'invisible, comme on disait tout à l'heure, les 7 planètes visibles, et ensuite on a d'autres planètes, Uranus, Neptune, Pluton, etc., qui sont invisibles à l'œil nu. Mais pas tout à fait pour Uranus. Uranus est donc à la limite de la visibilité. On peut, par des conditions très très bonnes, des gens qui ont une très bonne vue peuvent parfois voir Uranus. Donc il est vraiment à la limite entre le visible et l'invisible. Et Uranus, c'est assez extraordinaire, a une période de révolution autour du Soleil de 84 ans, justement. Donc on peut dire que le 84 symbolise également le passage d'un monde à un autre, du monde visible au monde invisible, du monde des humains au monde des dieux, du monde manifesté au non manifesté, du grossier au subtil, etc. Donc c'est assez curieux, ces rapports analogiques qu'on peut trouver dans le ciel et qui ont des échos en nous-mêmes. Puisque pour les yogis, les yoginis, l'univers est en nous-mêmes autant qu'on est dans l'univers. C'est dans les deux sens. Mais c'est plus facile de travailler à l'intérieur, en nous-mêmes, que d'essayer d'agir sur les conditions extérieures. Donc il y a une sorte de retournement par rapport à l'attitude habituelle, où on est conditionné par le monde extérieur avec des conditions qui nous échappent bien souvent. Là, on essaye à travers notre pratique de se transformer de l'intérieur, en considérant que le monde est avant tout en nous-mêmes. Par exemple, on parle dans le Hatha Yoga du soleil et de la lune, le Hatha Yoga étant souvent traduit comme l'union yoga du soleil A et de la lune Ta. Hatha Yoga, union du soleil et de la lune. Eh bien, pour les yogis, les yoginis, le soleil et la lune sont bien sûr dans le ciel, mais sont aussi beaucoup en nous-mêmes, à travers donc les canaux d'énergie, donc Ida et Pingala, qui sont en lien avec la lune et le soleil. On peut travailler donc un souffle alterné, par exemple, qui va jouer sur ces canaux d'énergie. Ils se situent où, ces canaux d'énergie, pour les personnes qui ne connaîtraient absolument pas? Alors, on dit qu'il y a 72 000 canaux d'énergie, ou parfois 360 000, bon, c'est toujours des nombres symboliques. Mais 72 000 donc, canaux d'énergie, donc c'est encore un multiple de 12, 6 x 12. Donc, mais parmi ces 72 000, il y en a 10 principaux, qui sont en lien avec les 10 portes du corps, qu'on verra peut-être une autre fois. Et parmi ces 10, il y en a 3 principaux, donc l'axe central qui passe dans notre colonne vertébrale, de la base au niveau de l'anus, qui monte le long de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Donc ça, c'est l'axe central qu'on appelle Sushumna Nadi, la voie médiane, le canal central.
Et de part et d'autre de ce canal central, nous avons 2 canaux latéraux qui serpentent, un qui est blanc, de qualité lunaire, qui s'appelle Ida Nadi, et un qui est rouge, de qualité solaire, qui serpente également, et qui est Pingala Nadi. Et donc quand ces 2 canaux se croisent sur l'axe central, la Sushumna, ça marque un chakra majeur, donc les 7 chakras majeurs. Les 6 premiers chakras donc, sont en lien avec ces croisements de Ida et Pingala sur le canal central. Donc à travers des pratiques latéralisées souvent, on va rééquilibrer donc, les canaux du soleil et de la lune. À travers le souffle alterné, on va boucher une narine, on va boucher l'autre narine, on va faire passer le souffle à gauche, à droite. On va donc rééquilibrer, harmoniser le souffle et le ramener vers le centre, le ramener dans le canal central, Sushumna. Alors pour revenir au 84, quand on parlait du 7 et du 12 aussi, on peut associer donc le nombre 12 au soleil. Le soleil qui a, dans sa révolution annuelle, passe par les 12 signes du zodiaque qui sont marqués dans ce cycle saisonnier. Et puis la Lune est associée au 7, puisque c'est un quart de sa révolution. En moyenne, la Lune a une lunaison, et c'est entre 27 et 29 jours, donc 28, et un quart, donc c'est 7. Donc le 7 est associé à la Lune. Donc dans le 84, on a l'union du 7 et du 12, donc de la Lune et du Soleil, donc c'est la définition même de Hatha Yoga. On a donc ces différentes analogies. On peut en trouver encore une. C'est la planète Jupiter qui, dans l'astrologie, représente l'espace et associée au 12, puisque sa période de révolution est de 12 années autour du Soleil. Et Saturne qui est associé au temps, et lui met environ 29 ans, donc pareil, un peu comme la Lune. Si on divise par 4, donc on a des quarts ainsi qui sont de 7, donc Saturne associé à la Lune. Donc Saturne associé au 7. Donc on a encore une fois l'union là de l'espace et du temps. Ce qu'on recherche également dans le yoga, et Shiva symbolise cette union de l'espace et du temps, du soleil et de la lune, et puis en fait toutes les formes qui sont exprimées par ces postures. Shiva, c'est la totalité, mais c'est aussi la diversité en même temps, et tout cela sans aucune contradiction. Ça dépasse l'entendement logique, mais on est dans un espace analogique. Donc j'ai entendu pas mal de références à l'astrologie. Est-ce qu'il y a un lien justement entre le yoga et l'astrologie, notamment en Inde? Oui, on peut dire que c'est un peu la même racine dans le yoga traditionnel. Il y a souvent des références, donc non seulement au Soleil et à la Lune, mais à d'autres astres. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle le Shiva Svarodaya, un texte traditionnel de yoga tantrique, qui fait beaucoup référence à l'astrologie, et donc on voit qu'il y a pas mal d'interférences entre ces deux approches du monde, ces deux traditions, on pourrait dire, ces deux approches qui sont en fait reliées à la lumière d'une façon ou d'une autre. Donc dans l'astrologie, c'est tous les astres, mais c'est avant tout le soleil et la lune, comme dans le Hatha Yoga, puisqu'on parle d'union du soleil et de la lune pour le Hatha Yoga. Dans l'astrologie, on prend en compte surtout le soleil et la lune. Et d'ailleurs, en Inde, il y a 2 zodiaques, un zodiaque lunaire et un zodiaque solaire. Donc le zodiaque lunaire est moins connu chez nous, puisqu'on est plus dans une approche solaire en Occident, mais il y a également des composantes lunaires dans l'astrologie occidentale. Donc on retrouve des racines communes en fait entre l'astrologie et le yoga. Ok. Et toi, Christophe, tu fais comment le lien avec tout ça? Alors moi, c'est dans ma pratique personnelle,
qui est liée donc à une approche du monde qui s'est modifiée petit à petit au fil des années avec la pratique. Plus de ressenti en fait entre ce qui est vécu à l'intérieur et ce qui est perçu dans le monde, un petit peu comme un jeu de miroir, on pourrait dire, entre l'intérieur et l'extérieur, hein, l'univers du macrocosme et puis le microcosme, hein, l'individu. Donc c'est pas juste des concepts, c'est pas juste un système théorique, hein, mais c'est toujours en fait mis à l'épreuve de la pratique. Donc quand on parle du soleil et de la lune, quand on parle des 5 éléments, etc., on peut bien sûr en parler longtemps, hein, écrire dessus, etc., mais le plus important en fait c'est de relier ça à la pratique. Et quand on est donc dans les postures, dans les souffles, hein, les pranayamas ou d'autres pratiques de yoga, eh bien ces éléments qui peuvent paraître un peu théoriques, hein, quand on les présente comme ça, en fait, hein, prennent tout leur sens, hein, et on les vit de l'intérieur, on les expérimente vraiment au-delà, hein, d'un simple discours. Si on revient sur les 84 postures, est-ce qu'il y a des postures qui sont vraiment majeures, essentielles, j'ai envie de dire même qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut absolument pratiquer, voilà. Oui, alors c'est vrai que parmi ces 84, hein, souvent, donc, on dit qu'il y a les postures majeures et les postures mineures. Et d'ailleurs, dans les textes traditionnels, hein, du Hatha Yoga, il y en a moins qui sont présentés. Par exemple, dans le Hatha Yoga Pradipika, il n'y en a que 25, hein, qui sont présentés. Dans d'autres textes, hein, comme la Shiva Samhita ou le Gorakshapadati, il y en a encore bien moins. Ça montre, hein, qu'il y a une nécessité, au bout de quelques années, après avoir découvert la diversité de toutes ces postures, eh bien, nécessité, hein, de choisir, hein, celles qui nous conviennent le mieux et de les approfondir. On ne peut pas approfondir toutes les pratiques, parce qu'il y a une multitude de pratiques dans le Hatha Yoga. Donc c'est bien d'en avoir une expérience au départ et ensuite, hein, de faire la part des choses, voir ce qui nous convient, trouver son propre chemin de réalisation à travers certaines postures, hein, qui nous conviennent mieux, qu'on va pratiquer de façon plus assidue. Et si on enseigne, bien sûr, c'est important de continuer à pratiquer les autres pour pouvoir les transmettre, mais pour la pratique personnelle, c'est vrai que on va réduire le nombre de postures à quelques-unes, et puis finalement à une seule. Hein. Il est dit que si un jour, hein, on atteint, entre guillemets, la réalisation, l'éveil, ça sera dans une seule posture, ça ne sera pas dans 36 postures en même temps. Et toi, quelles sont les postures que tu aimes le plus pratiquer? Alors, bon, ben, il y en a un certain nombre. Ça dépend un peu des moments, mais on peut dire, bon, dans les postures majeures, c'est toujours bien de pouvoir se remettre dans ces postures régulièrement, même si ce n'est pas celles qui sont les plus parlantes, hein, pour nous, mais on peut dire, hein, les postures majeures, donc il y a le lion, hein, qui est souvent cité, la pince, Paschimottanasana, le lion c'est Simhasana, l'arc, Dhanurasana, le cobra, Bhujangasana, la sauterelle, Shalabhasana, et et quelques autres, hein, comme la posture sur la tête, la posture sur la tête, et Shirsasana. Bon, il y en a encore un certain nombre, hein, Ardha Matsyendrasana, par exemple, hein, la posture, hein, du Seigneur des Poissons, Kurmasana, la tortue. Voilà, on peut parler aussi de Mayurasana, le paon, ou Vrishikasana, la posture du scorpion. Bon, bien sûr, également l'arbre, hein, Vrikshasana. Bon, j'en oublie, hein, bien sûr, mais c'est celles qui apparaissent le plus souvent. Bon, on a aussi Ustrasana, le chameau, et quelques autres postures. Mais parmi celles-ci,
celle qu'on pratique volontiers dans sa pratique personnelle, reste plutôt secrète en général. On n'en parle pas trop en fait. La façon dont on les pratique aussi, parce qu'il y a plusieurs façons de les pratiquer, de les accommoder. Par exemple, Paschimottanasana, la posture de la pince, on peut la pratiquer au moins de 50 façons différentes si on fait des variantes, mais surtout à travers les différents souffles, les mudras, les mantras, les visualisations, etc. Il peut y avoir vraiment beaucoup de façons de les pratiquer. Donc à chaque personne, il y a son yoga? Oui, chacun doit trouver son propre yoga en fait, oui, sa propre voie de réalisation, sa propre façon de réaliser l'union du soleil et de la lune pour ce qui est du Hatha Yoga, puisque Hatha Yoga, encore une fois, a cette double référence au soleil et à la lune. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre le microcosme, puisque c'est en nous-mêmes qu'on fait l'expérience, mais à travers des éléments qui appartiennent a priori au macrocosme, le soleil, la lune, les différentes constellations, etc. Il y a un rapport analogique aussi entre les chakras et puis les planètes et les signes. On retrouve des éléments aussi à travers les chakras. 84 postures, 84 attitudes, et en même temps, il y en a plus. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Christophe? Ça veut dire qu'on peut trouver l'unité dans la multiplicité. On peut, à travers toute cette variété de postures, trouver ce qui nous convient pour retrouver l'état initial, sachant que il n'y a pas à séparer en fait toute cette diversité et l'unité qui est comme une toile de fond, on pourrait dire, de cette diversité. Un mot de la fin? J'encourage bien sûr les gens à pratiquer les différentes postures, mais surtout à pas se limiter à l'aspect physique des postures. Bien sûr, c'est des attitudes physiques, mais qui doivent nous ouvrir à une autre dimension plus énergétique et plus symbolique. Donc dans une posture, il y a toujours 3 niveaux en fait qui correspondent aux 3 corps, physique, énergétique et mental. Et donc pas se cantonner à simplement pratiquer les postures comme une gymnastique de façon uniquement physique, mais d'essayer de rentrer dans la profondeur, et ça se fait grâce au pranayama, grâce au souffle, grâce à l'énergie, et puis également à la dimension symbolique qu'il y a dans ces postures, donc pour se relier à la dimension mentale. Tu dirais qu'il y a un effacement de l'ego dans l'attitude, dans le souffle, dans la pratique? Oui, et puis aussi dans les postures elles-mêmes, en fait, quand on rentre vraiment dans une posture, c'est un peu comme si on changeait de peau. Un petit peu comme si notre individualité se diluait et se fondait dans une autre individualité, qu'on devient un lion, quand on rentre vraiment dans la posture de lion, ou un poisson, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, ou une tortue, etc. Donc il y a une sorte de dilution de l'ego, effectivement. Et il y a aussi une façon de retrouver quelque chose qui est inscrit en nous, comme si toute la chaîne de l'évolution, en fait, faisait partie de nous, et on peut décider de se relier à telle et telle partie, comme si on régressait quelque part, pour retrouver ces qualités oubliées, en fait, qui sont présentes quelque part en nous. Et on les retrouve à travers ces postures. Est-ce qu'on pourrait aussi dire, justement, oui, voilà, c'est ça, qu'on a finalement 84 parts de nous à rencontrer encore? Oui, c'est ça, ou 84 000 ou 84 millions. Encore une fois, c'est pas limité, on pourrait dire 84 milliards. Un peu l'infini, alors. Oui, tout à fait. Merci, Christophe. De rien. Merci d'avoir écouté le premier épisode de cette série intitulée Mythes et symboles à l'horizon du Hatha Yoga.
Ce podcast vous est proposé par l'école de yoga Horizon, située dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Ne manquez pas nos prochains épisodes à propos du yoga nidra et du bien-être dans tous ses aspects. À bientôt!